de suite dans le vif du sujet. Vous écrivez dans ce livre que le véritable auteur de la guerre n'est pas celui qui la déclare, mais celui qui la rend nécessaire. Alors, ma question, ce serait, est-ce à dire que la Russie avait de bonnes raisons d'envahir l'Ukraine en février 2022 ? La Russie avait de bonnes explications d'envahir l'Ukraine. On peut pas justifier. Il ne s'agit pas de justifier, mais malheureusement, dans ce charivari, ce tintamarre médiatique actuel, essayer d'expliquer, c'est justifier. Mais non, ça n'a rien à voir. Alors la phrase que vous avez citée, on l'a attribuée très longtemps à Montesquieu, mais Montesquieu, c'était pas lui qui l'avait citée, donc c'est quelque chose de... C'était, je crois, l'empereur Napoléon III qui avait mis dans la bouche de Montesquieu, mais c'était un historien de la Révolution française beaucoup moins connu. Mais oui, moi ça me paraît tellement évident que, vous savez, lorsque... vous faites, vous savez, pour répondre totalement et directement et sans phare à votre question, il est incontestable que l'OTAN, en l'occurrence, s'est comporté à l'égard de la Russie comme un boa. Vous savez, le boa qui vous entoure, qui vous sert, qui vaut toujours plus, etc. Bien sûr, l'OTAN disait, mais c'est par amitié, par affection, on vous adore, mais on vous sert, etc. Les Russes, tout d'un coup, se sont sentis étranglés, ont manqué d'air. Monsieur Poutine, en 2007, à la conférence de la sécurité de Munich, avait pratiquement dit tout ce qu'il a fait par la suite, mais l'Occident n'a jamais réagi. Donc, il arrive un moment où... ce que vous provoquez sciemment ou inconsciemment, mais je peux vous assurer que c'était sciemment. Je vous assurer, j'étais dans le business. Je sais que à Bruxelles, l'OTAN a travaillé à faire monter les tensions, à entourer la Russie. D'ailleurs, on a même souhaité l'entourer par le sud, par la Géorgie. Ça n'a pas réussi. On voulait la Géorgie et l'Ukraine dans l'OTAN. Alors, tout simplement, qu'on le comprenne ou qu'on ne le comprenne pas, pour la Russie, ça en était trop. Et puis, malheureusement, comme a dit, vous savez, le pape François, juste après le déclenchement de la guerre, a dit « Mais ouais, l'OTAN s'est rapproché des frontières russes en jappant comme des chiens méchants et ils ont poussé Poutine à la faute. » On peut l'exprimer comme on veut. Mais je pense que c'est comme pour danser, il faut être deux. Et je pense que quand il y a une crise et qu'il y a une guerre, c'est jamais, contrairement à ce qu'on essaie de faire croire aujourd'hui, une lutte entre le bien et le mal, des anges et des démons. C'est pas ça. Chacun a mis du sien, et chacun, si, à contrario, on avait voulu éviter une guerre possible, on se serait pris autrement. Et effectivement, d'autant que Poutine, vous l'avez rappelé, a mis des lignes rouges assez fréquemment depuis 2007 en disant si l'OTAN étend sa présence en Géorgie, en Ukraine, eh ben, pour nous, ce sera un danger stratégique, enfin, en tout cas un danger parce imminent. Il faut comprendre que pour Poutine, il l'a dit clairement plusieurs fois, à l'intérieur du système, on pouvait prétendre que l'OTAN n'avait rien changé, que le système était apparemment le même, mais lorsque vous provoquez des déséquilibres à l'intérieur du système, là, vous remettez tout en question. Et à la limite, plus que le fait de forcer, entre guillemets, l'Ukraine à entrer dans l'OTAN, ou faciliter son entrée dans l'OTAN, c'était le déploiement des missiles le long des nouvelles frontières de l'OTAN. Vous connaissez cette polémique en 91. Est-ce que Gorbatchev a vraiment eu des promesses des représentants occidentaux pour qu'il n'y ait pas une extension de l'OTAN vers l'Est? Oui, on sait que il y a eu des promesses, on le sait. Comme disait Roland Dumas, comme on dit d'autres, malheureusement, ça n'a pas été mis sur papier. Bon. On n'a pas signé. Ce que Gorbatchev a d'autres choses à penser. Je pense qu'il avait d'autres urgences à l'époque. Mais c'est vrai que si ça avait été mis sur papier, ça aurait été plus simple. Mais néanmoins, il y a eu des promesses et l'OTAN allait reprendre que l'Allemagne de l'Est et puis pas le reste. Mais après, il y a eu des pressions, des décisions politiques, etc. Et forcément, l'OTAN s'est rapproché toujours plus près de la Russie jusqu'à être sur ses frontières. Et elle a déployé des missiles. Alors forcément, les Russes se sentaient menacés. Même si on disait, mais ce sont des missiles gentils, on ne va pas vous faire de mal. Non, c'était les lignes rouges, plusieurs lignes rouges ont été franchies. Et en décembre, avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, les Russes ont demandé à tous les Occidentaux de se remettre à table et de mettre tous les intérêts de sécurité sur cette table et puis d'en reparler. Les Occidentaux n'ont même pas répondu. De faire de la diplomatie, en sorte. Oui, c'est ça. On est maintenant en guerre. Pourquoi? Parce que les diplomates ont fait faillite. Voilà. On les a pas laissés travailler. C'est d'autres qui ont, et on y reviendra peut-être aussi, c'est des politiques qui ont voulu remplacer les diplomates. Et les politiques ont d'autres agendas, souvent de politique intérieure. Et ils n'ont aucune connaissance, on parlera aussi du Bürgerkrieg, je pense, aucune connaissance des processus diplomatiques.
Et là, forcément, ils font beaucoup d'erreurs. Et là, on se trouve maintenant en situation, en phase de guerre presque totale sur le continent européen. Et Alors effectivement, ces velléités guerrières, à la limite, je pense que venant des États-Unis, on pourrait les comprendre, mais venant des États européens, comment l'expliquez-vous alors même que cette guerre semble remettre en cause leurs intérêts économiques, enfin en tout cas les menacer gravement, on pense notamment à l'Allemagne. Absolument, et je rajouterais aussi que sans doute jamais dans l'histoire européenne, vous savez, quand on relit l'histoire européenne, on est vraiment frappé de voir que, à la limite, les périodes de paix, c'était l'exception. Sinon, ça a toujours été une préparation de guerre ou juste l'après-guerre, et la paix, c'était pour préparer une nouvelle guerre. Mais jamais les Européens, les peuples européens, n'ont été aussi loin d'une idée de guerre. Est-ce qu'on peut imaginer les Français se faire mobiliser pour aller combattre en Ukraine? Les Allemands, non. Les peuples n'en veulent pas de la guerre. Non seulement ils n'en veulent pas, mais ils ne sont pas préparés du tout. Donc, il y a une discrépance étonnante entre les discours des politiques, des responsables européens, et les manifestations de leur peuple. Alors pourquoi effectivement? Moi je pense, mon explication au fond, c'est que les États-Unis ont leurs propres intérêts. Les États-Unis, après la disparition de l'URSS au début des années 90, l'Europe s'est mise à danser. Et allait en vacances, on s'amusait, on a pensé que c'était la fin de l'histoire, tout était magnifique. Les États-Unis, pas du tout. Les États-Unis ont continué leur politique de puissance à travers l'OTAN en Europe. Donc on a mis l'OTAN toujours plaidé. C'est pas les Européens qui voulaient mettre les frontières de l'OTAN sur les frontières russes, mais c'est les États-Unis qui l'ont fait. Parce que l'OTAN, tout le monde le sait, l'OTAN est le bras américain, le bras militaire américain en Europe. Donc les États-Unis ont continué. Et l'OTAN, vous savez, en parenthèse, moi quand j'étais encore aux affaires, comme on dit, j'avais beaucoup de contacts avec les représentants de l'OTAN, début des années 90, fin de l'URSS, mais je vous assure que les fonctionnaires de l'OTAN, des milliers de personnes, étaient toutes très inquiètes que l'OTAN disparaisse, que l'OTAN connaisse le même sort que le pacte de Varsovie. Entre nous, c'est ce que j'aurais souhaité. Mais bon, l'OTAN est restée, mais l'OTAN n'est pas restée inactive. L'OTAN, d'une organisation militaire défensive, après la guerre froide, l'URSS, enfin tout ça, l'OTAN est devenue de plus en plus une organisation qui suscitait les tensions et qui créait une atmosphère de violence au niveau des relations internationales. Donc tout ça a échappé aux Européens. Et maintenant, nous n'avons plus des Mitterrand, des Kohl, des Schröder, de grands Chirac, de grands leaders qui avaient une connaissance, je dirais, personnelle de la guerre. Ils avaient souvent vécu la mobilisation, ils avaient participé à la guerre, et puis en plus, ils n'avaient pas séché les cours d'histoire, ils connaissaient l'histoire européenne. Aujourd'hui, on a l'impression que les leaders sont dans un show permanent, l'Eurovision de la chanson. Voilà. Les présidents disent une phrase parce qu'ils pensent que cette phrase va porter, sans penser à ce qu'elle signifiera au niveau international. Et le discours belliciste a remplacé le discours pacifique, le discours de solidarité. Et tout ça fait que les Européens, moi, je pense que l'Europe, après l'Ukraine, c'est la principale victime du retour du conflit au centre de l'Europe. Il n'y a plus d'Europe. L'Europe n'existe plus. Qui entend-on parler au nom de l'Europe? Madame von der Leyen, Monsieur Borrell, qui répètent exactement ce qu'on entend à Washington. Donc, il n'y a plus de place pour, je dirais, dans les rangs, pour faire entendre sa musique. Tout le monde doit marcher au pas. Et c'est Washington qui décide. D'ailleurs, l'exemple le plus symbolique, c'est au début de la guerre, le seul leader européen qui avait un réel passé pacifiste, c'était le chancelier Scholz en Allemagne. Il a lutté quand il était étudiant, quand il était plus jeune, politicien aussi, pour le pacifisme, pour l'Allemagne telle qu'on la connaît depuis la Deuxième Guerre mondiale, une Allemagne de la réconciliation, une Allemagne qui ne fait pas la guerre, etc., etc. Il a été cité à Washington, il est ressorti de la Maison-Blanche et il a filé droit. Il a fermé les corridors, les pipelines de gaz. Nord Stream, effectivement. Oui, Nord Stream 1 et 2. Et puis finalement, après les Américains, pour faire bonne mesure, ils ont organisé l'explosion de ces choses. Ce qui avait été promis, ce qui avait été aussi annoncé par les Américains. Parce que ça, ils n'en voulaient pas. Mais vous décrivez presque un phénomène c'est comme si les États-Unis disposaient de cartes
contre Scholz pour le forcer à obéir. Enfin... Alors, l'Allemagne a une position particulière depuis la guerre, parce que l'Allemagne, lors de la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest, les États-Unis étaient vraiment ceux qui les ont mis sur pied, qu'ils ont construits. L'Allemagne de l'Ouest a repris la plupart des fonctionnaires nazis. Il n'y avait pas de fonctionnaires, donc ils ont repris les fonctionnaires qui travaillaient pour le régime de Hitler, etc., avec la bénédiction des Américains. Bon, les Américains ont toujours considéré l'Allemagne comme, je dirais, un satellite à la limite. Au niveau de la politique internationale, l'Allemagne n'a jamais eu aucune liberté. Le seul, c'était Willy Brandt, avec son Ostpolitik, mais qui avait été très mal perçu à la Maison-Blanche, quand il a voulu détendre les relations avec l'URSS. Mais sinon, il y a en Allemagne cette habitude. Les Allemands sont aussi un peuple assez discipliné, finalement. Donc, ils ont pris des habitudes que ce que dit Washington, eh bien, ils l'acceptent. Voilà. Il y a une organisation qui s'appelle Transatlantische Brücke, qui met dans une même structure informelle. Elle est formelle parce qu'il y a un président. Le président, c'est actuellement, je pense, toujours Sigmar Gabriel, qui était un vice-chancelier socialiste. Mais il y a tous les partis sont représentés, sauf l'AfD, l'Alternative für Deutschland. La droite, le centre, la gauche, les socialistes, ils sont tous dans ce... Il y a des Américains. Et puis c'est finalement une organisation qui veille au grain, qui empêche qu'on puisse mettre un papier à cigarette entre Washington et Berlin. Et s'il faut, alors on demande au chancelier de venir à Washington. Et puis voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'Allemagne n'a jamais joué au niveau de la politique étrangère la carte européenne. C'est pour ça que l'Allemagne ne sera jamais d'accord avec ce que Macron souhaitait, une armée européenne. C'est l'OTAN, les États-Unis qui priment. Un peu comme les Anglais entre nous. C'est un peu le poste avancé de Washington. Tout à fait. Les Anglais, c'est encore plus avancé. Les Anglais sont carrément des alliés de Washington. On le voit dans le conflit en Ukraine. Quand on fermait les yeux, quand on se rendait compte de rien, les experts, les spécialistes militaires américains et anglais étaient en Ukraine pour former l'armée ukrainienne. Parce que si l'armée ukrainienne a si bien résisté, c'est pas par hasard. C'est parce que, sans qu'on s'en rende vraiment compte, elle avait été parfaitement formée par des coachs anglo-saxons, comme on dit. Et le New York Times a même révélé qu'il y avait des bases de la CIA sur le territoire ukrainien. Absolument. Depuis plusieurs années. Il y avait des bases. On n'a jamais ignoré à l'époque les spécialistes, mais seulement l'opinion publique. On ne savait pas pourquoi, parce qu'on n'avait pas d'intérêt non plus pour l'Ukraine. Vous savez, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, il y avait certainement plus de 5 Européens sur 10 qui ne savaient pas où était l'Ukraine. Et certainement peut-être aussi que les médias jouent un rôle aussi de pression sur le politique. Vous écrivez dans votre livre que le complexe politico-médiatique occidental semble avoir pris fait et cause pour le complexe militaro-industriel en faisant dans l'allégresse le choix de la guerre, comme en 1914. Oui, voilà. Les peuples... Alors la grande différence avec 14, c'est que les peuples aussi en 14 étaient pour la guerre. Les Français voulaient récupérer l'Alsace-Lorraine, les Austro-Hongrois voulaient punir les Serbes d'avoir tué l'archiduc, les Russes, il n'y a pas trop d'opinion publique russe, hein, franchement, sous les tsars, c'était guère mieux que maintenant, c'était pire sans doute. Les Allemands, les Anglais, tout le monde. Les Anglais d'ailleurs étaient contre la guerre et finalement avec des bonnes mesures de propagande de guerre, on a réussi à les retourner comme une crêpe et ils ont avalé le récit que l'empereur d'Allemagne était une ordure, un salopard, alors qu'avant c'était le cousin de leur roi et qu'il était merveilleux. Alors les peuples étaient pour la guerre, pas cette fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, jamais les peuples européens ont sans doute été, comme aujourd'hui, aussi contre la guerre et incapables, non préparés, physiquement et militairement, ce serait une boucherie. Alors, mais pourquoi les médias, effectivement? Et les médias, ça m'a frappé, parce que on parle des mainstream médias, hein, et vous savez, si on va à Zurich, le principal journal germanophone suisse, c'est la NZZ, la Neue Zürcher Zeitung. Mais c'est un journal qui est belliciste, incroyable, depuis le début de la guerre. Mais on peut compter, on n'a pas assez des deux mains pour compter les titres qui étaient pro-guerre, mais avec une violence incroyable. Il faut écraser Poutine, il faut pas envoyer des messages de sympathie, il faut envoyer des armes à l'Ukraine. La NZZ, curieusement, est devenue, pour les affaires sociétales, les thèmes sociétaux, wokiste, et elle est, en relations internationales, pro-guerre. Un peu la même chose pour Le Temps, en Suisse.
J'étais absolument sidéré de voir à quel point le temps était en phase avec cette guerre. Enfin, on a l'occasion de régler son compte à Poutine, et puis on mettait encore la Chine dans le coup, alors toutes ces dictatures, etc. Toute l'époque Kissinger, moi je suis un diplomate de cette génération-là, on nous avait appris que finalement on pouvait vivre entre voisins même si on était complètement éloignés sur les valeurs, sur tout ça, mais il fallait trouver des équilibres entre nous pour qu'il y ait une survie possible. Or, toute cette presse, alors la presse audiovisuelle aussi, elle avait des problèmes à se situer, à être à équidistance entre. Alors on disait, vous savez, moi je pense qu'il y a deux explications. Une, c'est qu'il est devenu beaucoup plus facile de contrôler la presse aujourd'hui, parce que finalement il y a quelques groupes qui contrôlent tous les titres. Donc c'est beaucoup plus facile, et c'est même pas, les ordres ne viennent pas forcément d'en haut, mais chacun sent que pour faire carrière, il faut quand même pas, il faut pas aller trop souvent dans le Donbass, ou il faut pas proposer des choses de ce type. Et puis il y a aussi la guerre aujourd'hui est devenue une guerre entre le bien et le mal. L'Occident, c'est toujours le bien. Donc, si l'Occident mène une guerre, qu'elle soit en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, ou contre la Russie aujourd'hui, on peut pas être contre, on ne peut être que pour. Et on peut plus être neutre non plus. Et ça, on en viendra pour la Suisse. On peut pas être neutre entre le bien et le mal. Voilà. Mais seulement ce qu'on oublie, c'est que ça n'est pas une guerre entre le bien et le mal. Il y a beaucoup de mal de notre côté, il y a du bien de l'autre côté aussi. Et finalement, en démonisant l'adversaire, en se déclarant des anges, etc., on empêche, d'abord on empêche de terminer la guerre, parce qu'on ne peut pas négocier avec le démon. Donc on fait comment ? Donc tout ça fait que la presse a pris fait et cause pour la guerre, pour la cause de la guerre. Et pour vous, c'est nouveau? Vous n'avez pas vécu ce genre de... Non. À ce point-là, non. Par le passé? Non, par exemple la guerre en Irak. Rappelez-vous, on s'est gaussé en Europe sur cette presse américaine qui reprenait un pour un tout ce qui venait de Washington, les armes de destruction massive, Colin Powell avec l'anthrax, le Conseil de sécurité. La presse européenne était critique. Grâce peut-être au fait qu'il y avait Chirac, Schröder, il y avait des leaders européens qui portaient encore cette politique européenne qui était différente de celle des États-Unis. Or aujourd'hui, il y a plus de notion critique, il y a plus de leaders européens qui remettent en cause les positions américaines, parce qu'il y aurait quand même beaucoup de choses à dire. Il y aurait quand même matière à expliquer aux opinions publiques que les États-Unis mènent aussi, dans une large mesure, une politique d'intérêt américain dans leur guerre en Europe contre la Russie. Mais même ça, on n'ose pas le dire, Alors, la presse de l'Europe occidentale, et c'est très clair en Allemagne, et ça en Allemagne, ça me choque. Je regarde tout le temps, tous les jours presque, les grands titres de la presse allemande. Le grand quotidien, la plus grande circulation, et c'est des dizaines de millions en Allemagne, le Bild, qui est un journal populaire, mais il n'y a pas un jour où il n'y a pas des articles d'une violence inouïe contre Poutine, à la gloire de ces léopards qu'on envoie en Ukraine. Mais c'est affolant, je veux dire. Alors ceux qui ont connu 39-45, ceux qui ont connu aussi les années qui ont suivi, on a de la peine à imaginer cette Allemagne qui s'est prise d'amour, qui est tombée en amour pour la guerre et pour la violence. Le ministre de la Défense allemand aussi, Madame Baerbock, leur ministre des Affaires étrangères, qui s'est fait... Une écologiste, ouais. Une écologiste verte, moi je l'appelle kaki, parce qu'elle est plus verte, elle est kaki, la couleur militaire, et elle adore la guerre, elle adore être photographiée à côté de léopards, de chars, etc. Tout ça, c'est très inquiétant, et ça change considérablement les choses. Alors effectivement, j'ai l'impression, c'est pour ça que je l'appelle le complexe militaro-médiatique, que les politiques et la presse nous tiennent un langage de guerre, mais les peuples ne suivent pas, à mon avis.